Cyberpunk, ça commence par un attentat contre une tour. Non, pas celle-là, mais celle-là. En 2023, une rockstar un peu trop engagée qui voit le monde vriller et se faire fucked up par les grandes corporations décide d'agir. Une bombe et des milliers de morts plus tard, rien n'a changé. Le temps passe, les corporations et leur pouvoir continuent de grandir à vitesse grand V. Milices privées, un plan cybernétique, corruption et tout le tintouin. Oh là là, c'est la décadence, hein. En un battement de paupières, nous sommes en 2077. Et hasard de dingue, si tu reprends tous les éléments dont on a parlé dans la première partie et que tu les pousses jusqu'à leur conclusion logique, tu obtiens Night City. Des corporations plus puissantes que les États, une saturation d'informations dans un bruit constant et des individus isolés et divisés dans un monde hyper connecté. Ce jeu est magnifique, grandiose, indécent. Cette division de la populace, on te la fait ressentir dès les premières minutes, en te demandant de choisir ta caste, ton origine, corpo, gosse de rue, nomade. Nomade, c'est clairement gitan. Traduction, pouvoir, communauté, liberté. 3 chimères à Night City, clairement en voie d'extinction. Dans la vidéo sur Red Dead, je vous parlais de ce goût de reviens-y que nous envoie le jeu en pleine tronche. Cyberpunk, c'est pareil. C'est pour ça que les gens se noient dans ce jeu, moi y compris. J'ai passé 70 heures en 7 jours. On y vit et on y revient encore et encore. Il y a comme un goût de vide une fois le jeu terminé, c'est terrible. J'en parle déjà dans la vidéo sur Red Dead avec ce concept asfiesque. Red Dead, c'est une boîte dans une boîte. La boîte dans la boîte. The box to the box. La première boîte, c'est le jeu et son univers. La seconde, c'est notre monde. Et paradoxalement, on a parfois l'impression d'être plus libre dans la première. Dans Red Dead, par exemple, tout est construit pour nous donner ce sentiment. La nature, les grands espaces, le dernier souffle du Far West. On joue littéralement la dernière grande illusion de liberté. Alors même que le jeu raconte exactement l'inverse, la fin de cette liberté. Va voir la vidéo sur Red Dead. Dans Cyberpunk, c'est presque l'opposé. Le monde est étouffant. La ville est dominée par des corporations. Pourtant, le jeu nous donne quelque chose. Des choix. Des décisions, des embranchements et des conséquences. Une sensation de contrôle dans un monde qui nous écrase. Contrôle qui semble s'amenuire dans le monde réel. Les deux boîtes rapetissent, les deux boîtes rétrécissent, mais l'une vous donne l'illusion de pouvoir agir. Parce qu'au fond, la liberté fonctionne toujours comme ça. Elle se définit par ce qu'elle n'est pas. Elle a besoin de contraintes pour exister. Le Far West est libre parce qu'il est en train de disparaître. Et dans Cyberpunk, les choix semblent importants, justement parce que le monde autour de nous est oppressant. Et en parlant de choix, il y a une mission dans Cyberpunk qui résume parfaitement l'esprit du jeu. Le choix de Tommy. La mission commence de façon classique. Un contrat de mercenaire, des données à voler, un type qui te donne des consignes. Bon, les consignes sont cette fois assez précises. Dans Cyberpunk, quand des infos sont précises, ça pue. Pense seulement à en dire le moins possible. Pas de bavardage inutile. C'est pas des athlètes, juste des gamins. Et ils sont bien trop jeunes pour ce genre de chrome. Tu vois ça, Johnny? Quelle bande d'enculés. Mesdames et messieurs, On est clairement sur de la traite d'enfants, et c'est gênant, parce que moi j'adore le foot, et force est de constater que ce système n'est pas si loin du réel. On peut y voir une sorte de parallèle avec le monde du foot. Les enfants de plus en plus jeunes deviennent chaque jour un peu plus les actifs d'une industrie. Bon, des implants en moins pour l'instant. Pour quelle équipe est-ce que vous recrutez? je suis avec les San Diego Shredders. Je cherche un receveur. Mais le receveur actuel est votre meilleur marqueur. Comment il s'appelle déjà? Pense seulement à en dire le moins possible. Vous vous rappelez du nom de famille de Tom? Une fois mon ménage de printemps fini, on accède au bureau. Et là, tu rencontres Tommy, un jeune du centre. Il t'explique que l'horloge tourne, que pour lui ce contrat c'est tout. L'espoir de sa famille, la clé pour sortir de la misère, ouin ouin, sortez les violons. Puis arrive la patronne. Et elle te propose un arrangement. Organiser une fuite de données proprement. Je vous remettrai les données de quelques clients secondaires pour moi. Votre employeur veut des noms, des détails de transactions, il Et les surtout, aura. la possibilité de faire signer un contrat à Tommy Mbappé. Et juste là, en m'aidant, vous l'aiderez. Parce que sans Parmi contrat, meilleurs les joueurs, enfants de ce seulement centre sont 15 à condamnés. 20%. Une fois un certain âge passé, ils retournent d'où ils viennent. Tommy va sûrement rentrer chez lui. Son fric pour entretenir son chrome, réguler ses organes et préserver un bon fonctionnement de son corps. Soit on gagne gros, soit on rentre chez soi. Mais vous pouvez peut-être encore aider Tommy. Son dossier n'est pas obligé de rester sur mon bureau. Et c'est là que le dilemme commence. Accepter le deal, c'est sauver Tommy, mais c'est aussi permettre à cette industrie de continuer sa traite d'enfants. Sauver un enfant en alimentant la machine. Refuser le deal, c'est voler les données, frapper le système, et par conséquent, faire tomber ce centre. Et si vous révélez les données de mes clients, ce centre coulera et l'avenir de ces enfants s'assombrira. Mais dans ce cas, tu condamnes tous les enfants qui s'y trouvent, y compris Tommy Mbappé. Vous voulez vraiment les priver de leur seule chance d'avoir une vie. Parce que si le centre ferme, ils retournent à la misère, et leurs implants finiront, comme on l'a vu, par les tuer, de cause de décès. Donc, voilà le choix. Sauver Tommy Mbappé et nourrir la machine, ou détruire la machine et condamner les enfants. Et le pire, c'est que même si tu détruis ce centre, d'autres existent déjà.
Vous pouvez citer le nom d'un seul athlète sans un plan? Il n'y a pas de Non, bon monsieur. choix, juste Plus la vite décision commence avec tôt, laquelle mieux tu c'est seras sur le long capable de terme. vivre. On a tous des choix à faire. En somme, c'est un peu sacrifier un enfant pour en sauver plusieurs. Tu sacrifies les enfants du centre pour sauver les futures générations de la ville. Ou alors tu vois le problème inverse et dans ce cas, tu leur offres une chance de sortir de la misère. Allez à Night City, regardez tous ces gamins qui traînent seuls dans la rue. Vous croyez qu'ils s'en sortent mieux que nos futurs athlètes? C'est un nœud au cerveau dans tous les sens ce dilemme. Il y a ce côté tragédie grecque dans lequel il n'y a pas de bonne Vous allez solution. détruire tout ce que j'ai bâti. On a tous des choix à faire. Faites votre choix. Et dites-moi en commentaire. Moi, j'ai fait le mien. J'en ai ras le cul de votre cynisme à la con. Donnez-moi accès aux données. Vous le regretterez. Et plus tôt que vous ne le pensez. Partez, s'il vous plaît. Enfin. Mais ce qui est intéressant dans ce dilemme, c'est qu'il est construit pour piéger le joueur. D'abord, le jeu il te donne un visage, Tommy, pas une statistique, une personne. Et notre cerveau fonctionne comme ça, on préfère sauver quelqu'un qu'on connaît, plutôt que des gens abstraits qu'on ne verra jamais. Ensuite, les conséquences ne sont pas placées au même endroit dans le temps. Sauver Tommy, c'est une victoire immédiate. Frapper le système, c'est un bénéfice hypothétique dans un futur qu'on ne verra peut-être jamais, sans spoiler. Et enfin, il y a la culpabilité, refuser le deal, c'est condamner directement les enfants du centre. Accepter, c'est participer à un système injuste, mais de manière indirecte. Et notre cerveau préfère toujours la faute indirecte. Et c'est là que Cyberpunk est très fort. Parce qu'il te demande pas de choisir entre le bien et le mal, il te demande de choisir le type de culpabilité avec lequel tu veux vivre. Grâce à toi, les Européens vont pouvoir veiller à ce que les fraudeurs fiscaux soient sanctionnés. C'est qui ce client qui s'intéresse autant aux taxes? La CE ne réclame que son dû, et comme elle paie bien, c'est un plaisir de lui rendre service. Je clôture le contrat. Vous saviez qu'ils implantaient des gamins? N'en fais pas tout un drame. Ce n'est plus un secret, tout le monde sait ce qui s'y passe, mais ça n'intéresse pas grand monde. Si j'ai heurté ton sens de la morale, je m'en excuse. Le contrat est bouclé. À la prochaine, V. Et c'est là que c'est fort parce que le jeu te fait croire que t'es en train de prendre une décision importante alors que le système est déjà verrouillé. Et ça te donne toujours l'illusion que tu peux changer le système dans Cyberpunk, mais ça finit toujours par te rattraper. Et la vraie question, c'est pas comment changer le système, c'est comment tu vas te positionner face au système. Et c'est très différent, parce que le jeu, il nous montre une vérité très sombre. Dans ce monde, les individus, ils ont plus vraiment de pouvoir de changer la structure. Ils peuvent s'y opposer, s'y adapter ou y participer. Et ça, on te le martèle tout au long du jeu. Le système est plus grand que les individus. Je pensais plutôt à une fin plus heureuse pour tout le monde. Ici, pour des gens comme nous, tu t'es trompé de ville et de personne. J'y crois pas. Après tout ce qu'on a fait, tout ça, pour rien. Ces rues qui poursuivent, dirait-on, quelques disputes interminables, avec l'insidieux propos de te mener vers une question bouleversante. Oh, ne demande pas laquelle, allons plutôt faire notre visite. Tout est dit dans ce que tu viens de voir et entendre. Alors ouais, je sais, Cyberpunk est tellement vaste qu'il y a moult lectures possibles. Mais Cyberpunk fait deux choses. Il t'envoie une vérité en pleine tronche, et il te murmure aussi à l'oreille. Il t'envoie discretos dans les esgours des choses qui semblent classiques, souvent avec des refs entre deux lignes de dialogue bien cachées. Par exemple, dans le DLC, il y a ce passage. Il y a un rôle dont tu rêves? Norma Desmond dans Boulevard du Crépuscule. J'imagine que ça te dit rien. Boulevard du Crépuscule est un film des années 50. Je vais pas faire le Jawad, j'avais jamais vu le film, mais après coup j'ai compris que j'avais déjà vu passer des rêves. Je l'ai appris comme vous. Bref, dans les grandes lignes, Boulevard du Crépuscule ou Sunset Boulevard raconte l'histoire d'un cadavre retrouvé dans la villa d'une ex-gloire d'Hollywood. Et c'est cette ex-gloire d'Hollywood qui nous intéresse, c'est Norma Desmond. Norma est une actrice oubliée par Hollywood depuis la fin du cinéma muet. Norma vit recluse dans son immense manoir, entourée de souvenirs de gloire d'antan. Le monde a changé, le cinéma a changé, mais elle n'a pas changé. Elle passe ses journées à écrire le scénario de son grand retour, à répéter ses tirades, à imaginer les lights d'Hollywood parce que Norma ne vit que pour les caméras. Elle prépare son futur, son comeback. Mais on comprend vite que Norma ne construit pas l'avenir. Elle rejoue en vérité le passé dans le futur. Comme si incapable d'imaginer un monde nouveau, elle ne pouvait que rejouer l'ancien. Et ça, cette ref, c'est pas un hasard.
C'est pas juste une phrase glissée entre deux dialogues pour se poupoune le haricot sur la culture, non. Parce que ce sentiment de ne plus avoir de place réelle dans ce monde, celui de se sentir abandonné par le système comme un clébard au bord de la 20, pour au final se réfugier dans un semblant d'illusion, c'est exactement comme tous les personnages principaux du DLC. Prenons Songbird. Songbird est dans une situation étrangement similaire. Elle aussi, elle est enfermée. Par la NUSA, par Myers, par son propre corps détruit par la technologie. Et elle dit clairement qu'elle n'a plus de maison, plus d'endroit où aller. Dogtown est une prison. Pour Myers et les NUSA, je suis juste une arme de plus dans leur arsenal. Mais c'est pas la seule. Reed aussi est coincé dans son rôle, trahi, abandonné, laissé pour mort. Il a même reçu des nudes de Jack Lang, et pourtant, il continue à servir le système, comme s'il ne savait plus faire autre chose. Alex le dit clairement, Hanson plus subtilement. Il travaillait jadis pour les NUSA, mais le drapeau a perdu toute valeur à ses yeux. Il s'est donc construit son monde, comprenant que le pouvoir était le seul moyen de maintenir les murs de son monde debout. Tous ces personnages ont été abandonnés par le système, et plus personne ne croit en l'avenir. Comme vous, comme nous. On est mis le bordel. Merci. Bref, tous ces personnages sont abandonnés parce qu'ils défendaient jadis. Et chacun a choisi une manière différente de continuer à jouer. Reed a choisi le non-choix. Hanson a choisi le pouvoir. Songbird, elle, cherche à fuir. À la manière de Norma. Et pour fuir, elle regarde vers la lune. C'est magnifique comment toute cette vidéo s'emboîte toute seule. La lune devient alors quelque chose de très intéressant. Pas seulement une destination, un symbole. Et dans le final de Boulevard du Crépuscule, Norma, elle descend des escaliers. De façon très théâtrale, elle offre son ultime scène. Portée par son illusion, elle déambule entre journalistes et policiers sous les caméras. Norma descend un escalier sous les caméras, et dans le jeu, si tu trahis pas Songbird, t'arrives à une scène finale qui ressemble étrangement au film. La seule différence, c'est l'orientation de l'escalier, alors venez pas me faire chier, ok, c'est une passerelle. On porte Songbird vers la navette, sur cette passerelle, il n'y a pas de journaliste en revanche, il y a le système. Du moins, ce qu'il en reste. La lune représente l'espoir, Reed représente le système, et qui est une pub pour le mensonge sur pattes. Pour Norma, les caméras sont sa lune, et les caméras pour Songbird, c'est toi. Toi et ton choix. Tu peux détourner le regard et laisser le système gagner, ou aller jusqu'au bout. Et encore une fois, Cyberpunk te pousse dans un endroit où t'as rien à gagner. On essaie vaguement de t'amadouer avec une offre qui rapporte potentiellement quelque chose de la part d'un système représenté par des gens eux-mêmes trahis par ce système, gens d'ailleurs à qui on avait également proposé quelque chose, c'est à qui aura l'anus le plus large à la fin. Ou bien, deuxième option, tu choisis l'idée, la conviction, l'honneur, l'illogique, qui ne rapporte rien, absolument rien. On est en négatif sur le solde du bénéfice de ce choix, mais ça met en échec le système. Et là, si t'as bien suivi, tu tiltes normalement. Mais t'avais dit que le système était imbattable à Night City. Alors déjà, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le système ne perdait jamais. Est-ce que quelque chose qui ne perd jamais est forcément imbattable? Non. C'est comme le casino. Il peut te laisser gagner. Il peut même te faire croire que t'as compris les règles. Mais à la fin, c'est toujours lui qui encaisse. Le système, c'est pareil. Il n'est pas imbattable. Il est juste imbattable tant que tu acceptes ses règles. Règles qui sont conçues pour ne pas perdre. Tu ne bats pas le système en gagnant contre lui, mais tu peux le fissurer. En refusant la récompense du système, en choisissant quelque chose qui ne rapporte rien sur le papier du système. Il ne sait plus quoi faire quand tu deviens immesurable pour lui. Rêver, aimer, être loyal. Ce sont des choses que le système ne comprend pas. Pas parce qu'elles sont belles, mais parce qu'elles ne lui servent à rien. It's the picture that got small. Est-ce que c'est une métaphore pour parler de la vraie vie et de ce système qui nous entoure? Peut-être, mais c'est eux qui l'ont fait. Moi j'interprète juste. Passons à la vitesse supérieure. On a parlé de l'image, maintenant parlons du son. Vos émotions sont régulées. Votre avenir est sécurisé. Ces rues qui poursuivent, dirait-on, quelques disputes interminables, avec l'insidieux propos de te mener vers une question bouleversante. Oh, ne demande pas laquelle. Allons plutôt faire notre visite. Ce passage récité par Alti, c'est un poème de Thomas Stearns Eliot. On va l'appeler Eliot. Ce poème raconte l'histoire d'un homme et d'une question. Un homme qui comprend beaucoup de choses, mais qui n'ose jamais se poser la question. Parce qu'il doute, parce qu'il a peur, et surtout parce qu'il préfère tourner autour de la question plutôt que d'y répondre. C'est pas qu'il comprend pas la question, c'est qu'il comprend trop bien ce qu'elle implique. Le poème parle d'un homme qui mesure sa vie en cuillère à café, d'un homme qui se demande « oserais-je » C'est ça la grande question. Oserais-je perturber l'univers, car dans une minute, il y a du temps pour les décisions et les révisions qu'une minute suffira à annuler. C'est beau, putain. En somme, un homme qui comprend tout, mais qui n'ose jamais agir. Paralysé par cette question, oserais-je? Après ce fameux poème, on est amené à faire un ultime choix, le choix final. Ce fameux choix est construit comme une morale. Un choix où toutes les options ont un coût. D'un point de vue scénaristique, c'est pas un procédé nouveau, mais c'est très dur à manier et à mettre en place pour que ça fonctionne bien.
das andere muss weg. Wollen Sie mir sagen, dass ich wählen muss? Tu peux encore faire le bon choix, Joël. Attention, ça va faire boum. Et là, ça fonctionne extrêmement bien. Pendant tout le jeu, tu apprends des règles, tu comprends le système, tu optimises tes choix. Et à la fin, on t'enlève toutes les règles. T'es plus dans le système, plus à Night City. Plus rien ne sera jouable après cet ultime choix. On baisse le rideau, merci, au revoir. En gros, un choix sans récompense, sans validation, sans retour, donc un choix existentiel. Il y a toujours quelque chose à perdre, mais il n'y a plus rien à gagner. Et ça, c'est grandiose, parce que juste avant, à travers le poème d'Eliot, on nous renvoie à qui nous sommes, nous, joueurs au fond. Des êtres comme Eliot, dans le calcul permanent, omnibulés par la question, par l'idée d'avoir une réponse à ce que l'on considère comme problème, on finit paralysé. En opposition face à ça, Cyberpunk supprime la question et force la décision. Parce que tant que tu te demandes ce que ça va t'apporter, tu joues encore selon les règles. Et tant que le choix a des conséquences que tu peux exploiter, c'est encore un calcul. Le choix devient réel quand il n'y a plus rien après. N'abandonne jamais. Et ce choix qui met mal à l'aise, c'est voulu. Parce que quand t'es à l'aise, t'optimises. Mais quand t'es mal à l'aise, tu révèles ce que tu es vraiment. Et c'est ça la vraie question depuis le début. Qui es-tu ? Tu peux être défini par ton origine, par ta caste, par le point de départ que t'as choisi, mais ça c'est qu'un cadre. Être, c'est autre chose. C'est la manière dont tu te positionnes face à des situations. C'est la somme de tes décisions. Parce que être, c'est le dernier bastion de liberté dans une époque où tout est prédéfini. Quand il n'y en a plus, le vrai choix On a tous des choix à faire. devient alors un luxe. Mais tu as gagné le droit de décider à force de volonté et de persévérance. Il faut pas se méprendre entre le choix et l'illusion du choix. Celle qui gomme le pourquoi, celle qui efface la possibilité de se lever de la table du casino. Alors non, le futur ne sera peut-être pas celui qu'on nous avait promis, peut-être même qu'il sera plus dur, plus froid, plus contrôlé. Mais il n'est pas totalement écrit, parce qu'il reste quelque chose que rien ne peut vraiment prévoir. Notre exigence, parce qu'il y a un moment où on a arrêté d'être exigeant. La peur a pris le dessus, la résignation, le « à quoi bon ?» Et ça, c'est une brèche en or pour le casino, pour les marionnettistes, pour Arasaka, appelle ça comme tu veux. Ça réduit les rêves, ça crée des boîtes manipulables, des visions prédéfinies. Ça pousse à accepter le moins pire parce qu'on nous avait promis l'enfer. Ça pousse à se contenter, non pas de ce que l'on a, mais de ce que l'on nous donne. Je voulais finir avec une grande phrase, une citation inspirante, une révélation. Mais au fond...